C'est comme ça qu'il a été défini au début, le terrain de jeu de la haute montagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de règles, on s'adapte au terrain. Ouais. Est-ce que vous allez là où le risque est le plus grand, le plus extrême? Vous choisissez les massifs les plus dangereux? Parce que chaque montagne doit être différente d'une autre. Oui, mais il y a des sortes de règles générales et le danger, on connaît. Ça, c'est le sommet de... Bravo Yannick. Super. Bravo. Ça se t'arrache. Un peu de temps pour descendre, on n'a pas de fontaine. Là, vous vous embrassez, vous êtes où? Au sommet? Donc on est au sommet du Chomolonzo. Donc ce sommet est vierge, donc on est les premiers à y être arrivés. Alors j'ai du mal à imaginer un peu ce que ça fait. Pour moi, c'est quand même une montagne, qu'elle soit grimpée ou pas, mais il y a quand même quelque chose en plus. Oui. Je pense qu'il faut reconnaître ces moments-là où on est content. Je demande à Philippe Lallemand si c'est possible de remettre les images. Vous étiez 3, et l'itinéraire, comment vous l'avez choisi? Je suppose que ce n'est pas à Chambéry, mais vous étiez sur le camp de base. Bien sûr, bien sûr. Hein, on a d'abord fait de la découverte, des expéditions en Himalaya, c'est aussi du voyage. C'est pas seulement de l'escalade et de la haute montagne et de l'alpinisme. Donc on a dû découvrir des versants de la montagne qui se prêtaient bien à notre ascension, dans l'idée de la manière dont on voulait la grimper. Et donc on a choisi... Non mais expliquez-moi ce qu'est la technique Graziani, enfin du TGW. Je sais pas, ça a été inventé par un journaliste copain à nous qui TGW, je sais pas, c'est parce qu'il Bon, pense mais la technique. La technique, c'est de partir léger. Vous montez sans oxygène. Quand vous dites léger, qu'est-ce que ça veut dire? Léger, ça veut dire qu'on prend... On ne va pas prééquiper la montagne, on ne va pas faire un travail d'équipement de la montagne pour pouvoir réussir. C'est-à-dire qu'on part comme dans les Alpes, on appelle ça le style alpin. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est-à-dire qu'on part pour 5 jours avec notre matériel sur le dos, pas de camp intermédiaire. Normalement, en Himalaya, ce qui a été pratiqué, c'est de mettre une tente, revenir à cette tente, remonter au-dessus, et ainsi de suite jusqu'au sommet. Ça vous fait perdre du temps pour vous. C'est pas que ça nous fait perdre du temps, c'est que la logistique des fois est trop lourde. Donc il y a plus de raisons d'échouer. Avec notre technique, des fois, il y a plus d'engagement moral et physique, mais on est plus léger. Et vous êtes encordés tous les 3? Ah oui, bien sûr. Ouais. Et vous avez peur pour vous, pour chacun d'eux, il y a une solidarité terrible, c'est la vie et la mort là. Et comment vous avez choisi cette façade ou cette face? Justement, ça réside beaucoup là-dessus. On aurait pu choisir des itinéraires plus compliqués, on n'aurait pas réussi. Et j'en suis sûr à 95%. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier, celle-là? Non, mais c'est juste que c'était l'endroit où il fallait passer. C'était notre itinéraire, on avec un grand N. Je veux dire qu'on a réfléchi par rapport à ce qu'on sait faire. On s'est dit que c'était forcément ce... Là, le souffle est court, hein? Ah bah là on est à 6500 mètres, alors ça commence déjà. Non, mais c'est pas un reproche. Hein. Faites-le pour nous, mais parce que vous donnez en plus l'impression que c'est facile, qu'on n'importe lequel peut y aller avec un peu d'entraînement là. Mais hein? C'est pas facile, mais il y a aussi c'est pour ça que c'est un peu différent du sport des fois, et qu'on peut dire qu'on est aussi aventurier. C'est parce qu'il y a aussi toute l'idée de risque et de... Je veux dire, on s'habitue à ça. Quand on en pratique depuis 5 ans, après on commence à connaître. Véronique Billiard, quand vous les entendez respirer comme ça, il y a le manque d'oxygène, il n'y a pas d'appareil, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est une forme d'engagement extrême où on a tout réuni, toutes les conditions réunies pour mettre le corps en difficulté. Quand Stéphane va vite sur un 400 mètres, il est au-delà de ses possibilités de consommer de l'oxygène. En dépit du fait qu'il y en a dans l'air, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et même s'ils étaient super entraînés pour consommer de l'oxygène, il n'y en a pas. Donc c'est, je dirais, une forme d'entraînement, un peu de sprinter aussi, quelque part. Il faut être capable de fonctionner sans oxygène. Et pour moi, la montagne, c'est, en tant que scientifique, le summum de ce que je peux trouver comme en termes d'optimisation d'une préparation d'un être humain face à un environnement extrême. Alors je rappelle que vous êtes étudiante, vous avez été sportive de haut niveau avec un goût et puis aussi des titres pour le CROSS, et après les études et un enseignement de l'université, vous avez créé ce laboratoire que Jean-François Lamour doit connaître, d'études de la physiologie de l'exercice à l'université d'Evry-Val d'Essonne au sein du Génopole. Et est-ce que c'est vrai que votre laboratoire fonctionne en partie à vos frais? Alors entièrement, j'ai créé une association de 1901
Ouais. Et je finance Et pourquoi? en propre. Parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, parce qu'on vous Le prend sport, au sérieux, on est mais au qu'il y a pays on est au pays de Descartes. il y a des tribus, comme disait Jacques de Morgan, non? Il y a le corps et l'esprit. L'université française, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis. Je vous avoue que j'ai résisté parce que j'aime mon pays. Ouais. Franchement, je crois en la France. Je pense qu'on n'est pas sur le déclin. Hmm. Mais il faut, oui, je suis émue quand j'en parle. Il faut un projet. Et donc, je tiens bon depuis 18 ans que je suis enseignant-chercheur à l'université française. Et c'est un laboratoire, là, je suis en train d'accomplir mon rêve. Le Génopôle d'Evry m'a fait confiance. Et donc, j'ai un laboratoire de 300 mètres carrés qui, pour l'instant, fonctionne à mes frais en termes de matériel. Mais je pense qu'on va arriver à construire un projet national. C'est pour ça que je prépare une grande expédition au sommet de l'Everest pour faire des Qu'est-ce que mesures. vous cherchez, en fait? Je cherche à comprendre comment un être humain peut dépasser ses limites sans dopage. Et donc, je à la dirais fois que c'est la... l'expérience, l'entraînement, les sciences peuvent aider à lutter contre le dopage. Bien sûr. Je pense que chacun rêve à s'améliorer. Ça va de la personne qui veut faire le marathon de Paris, un des 34 000 coureurs de Paris qui prend le départ à l'Arc de Triomphe. Je crois qu'il est dans l'esprit de la compétition, et ça vous l'expliquez fort bien, et Paul Lyonnais également, vis-à-vis de lui-même. Je crois que c'est d'abord la première des compétitions. On a enfin un projet personnel, parce qu'on est tellement... on perd ses repères dans la vie moderne. L'entreprise, on ne reste plus dans une entreprise à vie. Donc en fait, on se réfugie dans sa propre entreprise. Et je crois que la personne qui prend le départ au marathon de Paris, elle veut y arriver, elle veut se dépasser. Chaque année, elle veut dépasser son record. Et c'est pareil pour les champions, c'est pareil pour les alpinistes. Donc moi, je suis là pour comprendre ce qu'ils veulent faire. Leur projet Par exemple, personnel. si on vous laissait, Véronique, Oui. il y a au village olympique dans quelque temps, peut-être en 2012, Ouais. avec les athlètes, qu'est-ce que vous leur diriez ou comment vous vous comporteriez avec eux s'il y a une différence avec d'autres types de chercheurs? Moi, j'ai un cas concret, c'est que je suis des sportifs, j'ai la vice-championne olympique de 5000 mètres, qui est kenyane, qui m'a fait confiance depuis 4 ans. Et suite à une expérimentation scientifique où j'ai démontré qu'il n'y avait pas de part génétique, les Kenyans n'étaient pas des êtres supérieurs pour courir, et que si on prenait des Kenyans d'un même village avec un entraîneur A ou B, ils n'avaient pas le même profil physiologique. Et c'est parti de là d'une expérience qui a été publiée aux États-Unis, montrant que la génétique ne faisait pas tout. Hein, Ça commence tôt, quoi. L'école, enfin tout petit, C'est une détection. l'école, l'université, Et là-bas, pourquoi? Parce que dans le certains cas, voilà. ou le terrain. Parce que le Kenya a compris, pour eux c'est une valeur économique, ils en ont fait un produit économique, donc il y a un système de détection incroyable. Alors, vous Donc vous cette vice-championne olympique, je l'ai détectée, préparée, depuis 4 ans. Elle est passée de la course route où elle gagnait de l'argent, au stade olympique où sur 5000 mètres elle a gagné la médaille d'argent. J'espère qu'elle va gagner le titre du championnat du monde en Finlande cet été. Bon. Donc, Véronique, exemple. je peux dire que vous vous intéressez aussi à la montagne, Oui. parce que je crois savoir à travers Isabelle Cazot que vous avez un projet avec Marc Battard, Oui. qui est venu un jour ici, parce qu'il avait réalisé, lui, l'Everest, hein, Oui. avec oxygène. Non, sans oxygène. oxygène. En moins de 24 Et heures. presque au pas de course. L'oxygène et pas d'oxygène, c'est un sujet, je pense, quand on fait de l'himalayisme, on parle d'himalayisme, pas d'alpinisme en Himalaya, si on a vraiment le goût pour la haute montagne, il faut grimper sans oxygène, c'est une question d'éthique. J'ai une question. Est-ce qu'on peut considérer l'utilisation d'oxygène en alpinisme comme une forme de dopage? Ah bah, c'est du dopage. C'est pas une forme, je pense c'est pas, je connais pas les Très bonne question les conséquences de Paul l'oxygène Nickel, sur le d'abord. corps. C'est l'olympisme pur, là. Hein, ouais, je veux dire, c'est l'amateurisme pur. L'oxygène, Mais- on se retrouve à 7000 mètres d'altitude quand on est à 8800 Qu'est-ce que ça fait au corps, je veux dire? Est-ce que c'est dangereux? Ou pas Absolument pas, ça recrée des conditions de 7000 mètres d'altitude, à peu près celles que... Mais qu'est-ce qui est le plus dangereux si c'est pas une compétition avec une pression, un engagement tel que c'est la vie et la mort? D'avoir l'oxygène ou pas l'oxygène? Il vaut mieux l'avoir. Il vaut mieux l'avoir. Mais entendu. ne pas l'avoir, c'est un défi de plus que vous Bien sûr. faites, non? Il y a une vraie règle, C'est pas caché. il y a une règle non écrite dans l'alpinisme et l'Himalaya, c'est celle du respect d'un certain cadre de pratique que tous les trois vous avez réalisé. Et puis cette règle non écrite, elle est beaucoup plus forte que finalement un règlement avec une fédération qui impose ces règlements. C'est ça la grande force de ces sports, enfin, qui confinent à l'aventure, comme la voile, je pense, l'est également. Moi, j'ai une admiration et un respect sans borne pour ces deux catégories d'aventuriers, de sportifs, les voileux, si je puis dire, et les alpinistes, car déjà, ils ne parlent jamais beaucoup d'eux, ils font, ils parlent peu d'eux,
Et puis surtout, ils ont un grand respect de ce qu'ils sont en train d'essayer de surmonter. Le respect de la montagne, le respect de la mer. Ouais. Il y a beaucoup d'humilité. Mais est-ce qu'on peut avoir une pensée pour un ami qui s'appelle Alain Thébault, que vous connaissez, qui est en train d'essayer en ce moment de traverser l'Atlantique avec son bateau, vous savez, qui s'élève, Oui. l'hydroptère qui est extraordinaire, que nous avons toujours soutenu. Le bateau s'est cassé, je ne sais pas, depuis 15 ans, il doit avoir échec sur échec, mais un jour il va réussir, et peut-être c'est aujourd'hui à traverser l'Atlantique avec de grands risques. On lui dit à Alain Thébault, bonne chance. Vous avez raconté votre ascension, Yannick Graziani, dans Le Monde. Il y a 2 phrases qui m'ont scié. Vous dites, on ne souffle pas plus à 8000 mètres qu'à 6500, on a juste le souffle plus court et on se sent tout petit, vraiment tout petit. Ah oui, oui, bah, c'est un peu le jeu. C'est dur à expliquer, hein. C'est dur à expliquer, mais effectivement, on est vulnérable, hein. Là, on enlève le côté sportif et le côté physique et on se sent petit et vulnérable et on sait que l'erreur est fatale. Il faut vraiment calculer notre coût, mais on calcule vraiment à l'avance, hein. Je veux dire, on essaie de calculer jour par jour, heure par heure. Bon, ça marche pas tout le temps. La deuxième phrase, à 6800 mètres, le deuxième soir, vous dites, les 3, nous avons passé plus de 2 heures à installer nos 2 tentes dans les rafales de vent à 100-200 km à l'heure. Dans le vent. Ah oui, oui. Bah, c'est compliqué. Il dit oui, comme si c'était naturel. Mais accrochez où? Pas dans le vide, vous? Non, alors, bon, en plus, c'était pas des tentes très pratiques. Bon. Ouais. C'était des gens volés. La prochaine fois, il n'y aura pas les mêmes tentes. Bon. Peut-être, hein, on verra. Mais non, bah, tout simplement, on essaie de faire un endroit plat en montagne. C'est pas plat, par essence. L'idée des montagnes, c'est que c'est pointu et raide partout. Donc, pour avoir une plateforme où mettre notre tente, donc on est obligé de creuser. Donc, dans une pente Tout en de neige, montant. Tout en montant. Sans oxygène. Sans oxygène. C'est ça qui est intéressant dans le sport, c'est un terrain d'expérimentation, Oui, des hautes d'accord. technologies. Mais il y a 8000, non? Enfin, ça. Ah ouais, il y a du vide. Il y a du vide, hein. Bah, On peut pas justement. bouger beaucoup. Mais Hein. on craint pas le coup de vent à ce moment-là? Si, mais ça vient comme ça en plus. Je veux dire, quand il y a du vent et qu'on sait qu'il y a du vent, parce qu'évidemment, on a un météorologue à Chamonix qui nous indique ce qu'il peut. Ouais. Il nous dit, attention, là, il y a une semaine de grand vent, alors on va pas s'aventurer à 7000 mètres avec 100 km/h non-stop pendant 5 jours. C'est la mort assurée. Hein. Ouais. Là, on a entendu, on se souvient du cri de Jean-François Lamont, on vous appelait Jeff, c'est ça? Cri, vous n'aviez plus la force gueulée quand vous êtes arrivé au sommet. Non, j'ai juste Mais il dit y a quelques ce plaisir. mots à mon copain en lui disant que... Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Parce qu'en même temps là, est-ce que vous avez vécu, vous pouvez pas, et ressenti, vous pouvez pas le transmettre. Vous pouvez pas nous raconter ce que vous avez ressenti. C'est de l'ordre de... Je pense, enfin, L'indicible, moi, non? ce que j'essaie d'expliquer que ce genre de choses, c'est des moments volés, et que c'est bien de les vivre à fond et de dire, vraiment d'exprimer sa joie, et c'est des moments volés qu'il faut reconnaître comme une sorte de bonheur parfait qu'on a et qu'on cherche et qu'on trouve. Là. Là. C'est-à-dire qu'après, quand on revient dans la vie Non, on le civile, trouve qu'est-ce qu'on aussi. s'ennuie? Non, on le trouve aussi, Je mais suppose. il faut savoir aller dans ces directions pour les trouver. Sinon, on les trouve pas. Hmm. Dans la vie civile, dans la vie de tous les jours. Il faut pas se fermer à ça. Quoi. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai qu'on a du mal à raconter ça. Je dirais c'est un peu comme la naissance d'un premier enfant. On peut dire ah oui j'imagine c'est super, mais quand on le vit ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut imaginer. Donc ça c'est un peu la même chose. On peut en parler, mais ça se vit quoi. Parce que c'est tout le parcours qui donne le sens. Paul Jeux Olympiques aussi, une usine à rêve, et puis aujourd'hui aussi une usine à mythes. On n'est pas dans la fiction et dans l'alpinisme et dans les Jeux Olympiques, et peut-être aussi une usine à projet pour le sport français. Que ce serait bien que Paris et les Jeux. On revient, mais pour, encore une fois, une question. La prochaine expédition, qu'est-ce que c'est? Peut-être toujours un peu tangent ces histoires de projets, mais peut-être qu'on va partir peut-être au Pakistan et en Inde l'automne prochain. Alors septembre-octobre. Voilà, septembre, octobre. Pour un novembre, sommet peut-être. de... On sait pas encore. Au-dessus de 7000. Hein, ça, c'est... L'escalade n'est pas une discipline olympique. Non. C'est dommage parce que la France est forte là. Oui, c'est une très belle. Hein, c'est dommage. Déjà, c'est une très belle discipline. Et comment décide-t-on de représenter ou pas une discipline aux Jeux Olympiques? On ne le décide plus. C'est fini? Les Non, c'est pas critères vous. de sélection sont tellement importants qu'il faut obtenir des quotas il faut obtenir, on va appeler ça des minima. C'est un peu le problème. Hein. Jacques Rogge, le président du CIO,
limiter le nombre d'athlètes participant aux Jeux à 10 500 et 300 épreuves. Il faut rentrer donc dans cet espace très contraint, avec donc des minima. Alors pour l'athlétisme, c'est un temps à réaliser. Pour l'escrime, c'est des points accumulés au cours des compétitions.